Bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par le marché des entreprises du groupe Tijaleo Bank avec son partenaire BPI France. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau thème qui est intitulé Reprise de levier de la vente en distanciel. Je vous signale que nous sommes aujourd'hui en tant que rendez-vous pour le 7e webinaire sur une série de 10 pour cette année, que vous pouvez revisualiser au niveau du portail ou sur les réseaux que vous connaissez, LinkedIn et autres, ou au niveau du portail Tijali Entreprise. Il s'agit d'un cycle de partage, ces webinaires, une sorte de voyage avec vous pour faire une roadmap sur les sujets qui intéressent l'entreprise autour d'experts et d'intervenants. Alors, pourquoi ce thème et pourquoi aujourd'hui? Nous l'avons dit, répété lors des précédents webinaires, nous sommes entrés dans une phase, depuis 2 ou 3 ans, dans une phase de projet où l'entreprise se transforme progressivement. La crise Covid, elle a été salutaire sur ce point, où elle a catalysé, si vous voulez, cette transformation à travers le digital, à travers le digital et de la transformation d'une manière générale. Finalement, cette transformation, surtout dans le contexte actuel, bouleverse un petit peu les stratégies et rabatte les cartes au niveau des entreprises. Si le consommateur était assez réticent sur le e-commerce depuis il y a quelques années, aujourd'hui, ce monde est devenu très courant. Je prends l'exemple du Maroc. Le e-commerce sur le premier semestre 2022, à fin juin, globalement, c'est tout confondu, commerçants et marchands affiliés au CMI chez nous, c'est pratiquement 67 millions d'opérations de paiement, à peu près 28 milliards de dirhams. Et c'est en augmentation de 2 chiffres, 32 pour le nombre et 37 pour la valeur. Pour le e-commerce, c'est à peu près 13 millions. Et c'est pratiquement 5 milliards de dirhams. C'est quand même pas rien par rapport à ce que nous avons vécu auparavant. Alors, surtout dans le contexte actuel, qui est assez morose, malheureusement, et avec les perspectives de bouclage de fin 2002 et même 2023, qui ne s'annoncent pas sous de bons auspices, en espérant que les choses s'améliorent, que cette guerre s'arrête, qu'on ait un peu de pluie chez nous au niveau Maroc, parce qu'on a quand même un stress hydrique qui commence de plus en plus à peser. Les entreprises doivent diversifier leurs sources, leurs revenus et leur création de valeur en captant un peu plus de canaux par rapport au modèle relationnel classique. En effet, j'en terminerai avec cette idée. En période difficile et incertaine, finalement, l'ordinaire devient extraordinaire. Donnez-moi un secteur qui évolue à 2 chiffres, abstraction faite sur les augmentations des prix, il n'y en a pas beaucoup. J'imagine aujourd'hui les commerciaux des entreprises, toutes tailles confondues et secteurs, en train de courir pour ces 2 mois qui nous séparent fin 2002, au niveau des front managers un peu partout, comme je dis, pour réaliser le maximum, essayer de rattraper un petit peu ces retards. Alors, quand vous êtes dans la même approche au niveau du portefeuille qui peut être saturé, qui n'est pas enrichi, et faiblement travaillé, quand vous faites votre budget, au niveau du deal pipe, vous n'allez pas trouver beaucoup d'opérations. Et si finalement, le distanciel avec le présentiel, qui est le courant de l'entreprise, peut donner finalement un coup de fouet à votre business. Alors, des questions se posent. Comment s'y prendre? Nous avons des experts aujourd'hui, des intervenants qui vont nous rapprocher de ces sujets. Comment mettre en place finalement tous les jalons pour réussir ces projets de mise en place de vente distancielle? Moi, entreprise, de quoi ai-je besoin pour commencer? De bons process, d'un bon IT, d'une transformation digitale au préalable, du capital humain qualifié, de la data, du marketing stratégique. Beaucoup de questions qui se posent, auxquelles les intervenants vont répondre.
Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de compter parmi nous trois intervenants qui nous font la gentillesse d'être parmi nous. Euh, il s'agit de Pierre-Olivier Pulvéric, fondateur et CEO de Pentalogie en France. Nous avons aussi avec nous Younes El-Hindi, qui est à l'étranger, mais qui nous fait la gentillesse d'être aussi parmi nous aujourd'hui, qui va suivre donc avec nous ce webinaire depuis Dubaï, fondateur et PDG de Dusty Technologies. Et nous avons avec nous Amin Slimani, fondateur et CEO d'Épicerie Verte. Pour tenir cette conférence, comme d'habitude, nous allons réserver, si vous voulez, 40 à 45 minutes pour les interventions des trois intervenants. Et nous allons réserver à peu près le même temps alloué aux échanges, aux débats. Mais sur ce point, j'insiste lourdement, c'est vous les experts, les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui, c'est vous, c'est votre vécu, c'est votre quotidien. Alors n'hésitez surtout pas à nous remonter vos interrogations, votre retour d'expérience, ou simplement si vous avez envie d'avoir un retour d'un des intervenants. Là, je vais céder la parole à Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierre-Olivier. Tu as une trentaine d'années d'expérience dans divers métiers, chez des multinationales américaines, que je te laisserai le soin de présenter. Et tu as lancé depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui le cabinet Pentalogie, justement pour ton riche parcours pour accompagner les grands groupes, mais pas que, mais aussi des PME. Surtout les PME maintenant. Ouais. Les PME dans plus de 20 pays pour leur performance commerciale, marketing digital, la gestion du changement. Pierre-Olivier, je te réitère mes remerciements et je te cède la parole. Je te remercie, Kamal. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ouais. Alors, le sujet de la vente à distance, c'est un vrai gros sujet, quoi. Enfin, il a explosé évidemment en 2020 hein, avec la pandémie qui a touché vraiment le monde entier pour le coup. Et effectivement, je vais revenir très très brièvement sur mon parcours pour que vous compreniez un peu comment j'ai pu appréhender en fait ce changement en fait dans la vente. Donc j'ai plus d'une trentaine d'années dans le business, on va dire, et puis une première partie de parcours, effectivement, comme tu disais, Kamal, dans des groupes américains type Lexmark, donc les imprimantes, Polaroid, donc voilà, et j'ai été sur le commerce et le marketing, enfin j'ai changé pas mal de fois de position, mais j'étais sur la zone notamment Europe, Moyen-Orient, Afrique, bien que basé en France. Et là, bah, on va dire que c'était du business qui m'a permis de découvrir les réseaux de distribution sur les différents pays, la vente au grand compte, la vente même en ligne. À l'époque, ça commençait à se développer. Et dans une deuxième partie de carrière, donc depuis 11 ans maintenant, j'ai lancé mon cabinet en performance commerciale et marketing digital notamment. D'abord pour des grands groupes, parce que c'est le monde d'où je venais, et progressivement, notamment avec BPI France, j'ai accompagné énormément de PME. En fait, c'est ça que j'ai plutôt envie de partager avec vous, c'est l'expérience telle que j'ai pu la vivre dans l'accompagnement des PME et ETI à travers en fait ce changement depuis 2020, parce que c'est un vrai basculement quand même. Hein. Globalement, je vais revenir, je vais partager avec vous quelques diapos pour justement permettre de lancer le débat et vos questions, parce que l'idée, elle est vraiment là, c'est l'échange. Euh, je l'ai vécu vraiment sur le terrain, puisque j'accompagne, enfin, je n'ai pas recompté, mais il y a quelques centaines maintenant de boîtes que j'ai pu accompagner, de tous secteurs, de tous horizons. Et c'était très intéressant de vivre la chose de l'intérieur, en fait. Et ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y avait des boîtes qui vendaient de façon traditionnelle, on va dire, avec la présence physique, des visites, comme il disait, à l'arrache, c'est-à-dire que je vais voir un prospect sans le prévenir, et puis je rentre dans la boutique ou je rentre dans Excuse-moi, l'usine. Pierre-Olivier, la caméra est figée chez l'image. Ah, alors, ben, je vais attendre que le débit revienne, mais Ok, d'accord. Ok, ouais, d'accord. C'est bon, c'est bon. ouais. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que quand il a fallu passer à de la vente purement en ligne, puisque quand on était bloqué tous confinés, eh ben, il a bien fallu, pour les secteurs qui n'étaient pas figés, qui pouvaient encore avancer, faire de la vente à distance. Et c'est là qu'on a vu les entreprises qui se sont rapidement adaptées, et puis celles qui ont eu énormément de mal, et celles qui ont appelé à l'aide et qui ne savaient pas s'en tirer.
pour des raisons techniques, d'une part, parce qu'ils n'étaient pas équipés, mais ce qui était plus compliqué, je trouve, à mettre en œuvre pour les entreprises, c'est changer les mentalités. En fait, c'est apprendre à vendre autrement. Pour des gens qui ont toujours fait du terrain, il y a une expression qui est la route, c'est la croûte. C'est tant que je suis derrière ma voiture et que je vais visiter mes clients en vrai, eh ben, j'ai l'impression de vraiment travailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, ces gens-là étaient confinés, donc ils ne pouvaient plus prendre leur voiture pour aller visiter leurs clients. Et il a bien fallu qu'ils apprennent à vendre autrement. Et c'est là qu'il y a eu quand même un basculement progressif. Alors, on en est revenu hein, depuis, puisque voilà, le confinement est fini. Mais il y a des choses qui se sont passées. C'est en fait sur ces éléments que je voudrais revenir. Et pour ça, ce que je vous propose de faire, je vais partager mon écran et je vais voilà, partager avec vous quelques petites diapositives que j'ai préparées. Voilà, j'espère que mon écran est visible pour tous. Alors, vendre à distance, vous C'est voyez, bon, c'est bon, on parfait. voit bien. Merci. Super, super. Donc, vendre à distance, oui, alors c'est un peu comme si on était isolé, mais quand on est confiné, c'est un peu ce qui se passe, hein. Donc, on n'a pas tous été confinés sur des îles paradisiaques, hein. Encore que le paradis, je ne sais pas ce qu'on peut manger réellement sur un territoire aussi petit. Mais il n'empêche que quand on s'est retrouvés tous sur nos petits îlots, nos domiciles respectifs, et devoir continuer à faire avancer eh ben, les entreprises dans lesquelles on travaillait, ben, ça a été sacrément compliqué. Et ça a permis d'accélérer en fait une mutation qui était déjà en cours, hein. Donc finalement, le monde vers lequel on a basculé, il est certes nouveau, mais il n'est pas si nouveau que ça. On avait déjà commencé à faire cette mutation progressive. Et juste pour prendre un tout petit peu de recul, en fait, on vient de refermer la parenthèse 1990-2020. Cette parenthèse de 30 ans a vu quoi? Ben, a vu la naissance de la téléphonie mobile en particulier, et de l'informatique. Et là, on passe sur quelque chose d'autre. On a créé un monde qui est devenu progressivement digital. Et maintenant, sur le monde sur lequel on va vivre, dans lequel on va vivre, c'est un monde qui va être beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, les biotechnologies. On l'a vu, la santé, hein, tout ce qui est lié à la santé. Il y a fait d'énormes progrès avec l'ARN messager. On a eu des démonstrations à l'échelle mondiale dans la recherche contre la Covid-19. Euh, et bien sûr l'écologie. Et ça, l'écologie, ça va devenir une dimension fondamentale en fait dans les économies globales parce qu'on va tous, au niveau mondial, être confrontés à des changements climatiques qu'on va plus ou moins réussir à juguler ou à maîtriser, voire à subir tout simplement. Donc ça, ce sont des nouvelles dimensions et ça, c'était déjà préexistant, mais là, ça va s'amplifier et ça va devenir de plus en plus important. Et évidemment, le sous-jacent de tout ça, c'est que pratiquement toutes les économies vont basculer progressivement dans une dimension numérique de plus en plus importante, voire totalement numérique dans certains cas. Et c'est ça, le monde dans lequel on est en train d'entrer, le monde qu'on est en train de créer. Et évidemment, la vente à distance là-dedans, bah oui, devient quelque part obligatoire. Comment on peut le décrire? Ben, écoutez, simplement, avant, je dirais, on faisait des recherches de fournisseurs potentiels, on prenait contact avec eux, on discutait, on négociait, et puis on signait éventuellement le contrat. Il y a eu un glissement progressif qui fait que finalement, on arrive à faire énormément de recherches préliminaires sur Internet, d'informations concernant des fournisseurs, concernant des clients. Et finalement, on retarde le moment où on va avoir un contact réel physique avec ces personnes. J'estime aujourd'hui, alors c'est une grosse moyenne, c'est très compliqué de mesurer ça finement, mais j'estime a priori avec toutes les entreprises que j'ai pu accompagner que pratiquement les 2 tiers de la décision d'achat sont pris en ligne, à distance, sans avoir pris contact avec les fournisseurs au préalable. Ça veut dire que finalement, si vous n'êtes pas déjà présent en ligne, si vous n'avez pas de site web par exemple, vous êtes invisible. Je ne vous connais pas, je ne vous trouve pas, je ne sais pas où vous êtes. Si vous n'êtes pas sur des réseaux professionnels, type LinkedIn, mais ça peut être des réseaux aussi professionnels, d'associations, de fédérations locales ou nationales, hein. Si je ne vous trouve pas là, bah, c'est pareil, vous n'existez pas, je ne vais pas prendre contact avec vous. Donc finalement, vous sortez tout simplement de mon univers de considération. Et donc pour les commerciaux, c'est compliqué parce que ça veut dire que ben, il vous reste que cette toute petite partie jaune là pour prendre contact physiquement en allant chercher en fait les prospects directement et développer les ventes.
Donc, cette bascule progressive, le temps et on va dire, l'arrivée du numérique dans le cycle de vente est devenue une dimension fondamentale. Et ça, on est obligé de travailler avec. Deuxième conséquence, et directement lié à ce que je viens de dire, vous voyez bien que commencer des ventes, si on n'a pas de site web, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Et ça, c'est des dimensions qui sont quand même assez liées à ce qu'on peut appeler le marketing, que ce soit du marketing opérationnel, marketing stratégique, et même de la communication, communication digitale. Du coup, il s'est passé une chose, finalement, c'est que ça a réconcilié, et j'ai été dans des rôles de directeur marketing comme dans dans des rôles de directeur de vente, euh, donc ça a finalement reconstitué un ensemble qui n'aurait jamais dû être antinomique, c'est-à-dire que les ventes ne doivent pas être opposées au marketing, mais bien travailler avec. Et finalement, cette bascule dans le numérique a obligé les ventes à retravailler avec le marketing et inversement, le marketing à travailler en bonne intelligence avec les ventes. Et c'est ça le phénomène que je constate et qui est en train d'arriver dans les PME finalement. Parce que les grands groupes l'ont assez rapidement intégré, avec plus ou moins de bonheur, puisque j'en viens des grands groupes, donc j'ai bien vu comment ça se passait, c'était pas tous les jours tout rose, mais dans les PME finalement, et puis je vous parlais de tout secteur, hein, j'ai accompagné des entreprises en aéronautique, en chaudronnerie industrielle, en distribution, en plasturgie, en mécanique, en agriculture, enfin voilà, dans divers domaines. Et finalement, quand j'accompagne les équipes de vente, souvent, ben, l'équipe marketing, quand elle n'existe pas toujours, ben, elle est représentée par éventuellement une personne. Et quand on dit marketing, c'est en fait, en vrai, il y a un peu de communication, du marketing, on ne sait pas trop exactement comment ça marche tout ça. On ne fait même pas la distinction dans les différentes dimensions du marketing. Donc, cette fusion, en fait, et ce travail en commun entre le marketing et le commerce est en train de s'opérer réellement sous nos yeux en ce moment au sein des PME. Et je pense que parmi vous, vous devez le vivre tous les jours, au quotidien, et vous devez prendre conscience du fait qu'effectivement, il y a des choses parfois qui ne fonctionnent pas très très bien et que en les faisant travailler mieux ensemble, ça permettrait de faciliter ce qu'on va appeler l'entonnoir des ventes, puisque je vais rester sur la dimension commerce et vente à distance. Alors, entonnoir en anglais, c'est funnel, donc c'est ce qu'on appelle le fameux funnel. Alors, vous voyez plein d'acronymes et de noms compliqués. J'ai fait exprès de les mettre parce que ce sont les noms consacrés, mais je vous ai traduit sur la partie droite de l'écran, en fait, à quoi ça correspond réellement. Donc, vous avez votre site web, la partie violette tout en haut correspond plutôt à la notoriété que vous allez développer, les actions de communication que vous allez entreprendre, la visibilité de votre site web, par exemple, et les envois de mailing, de campagnes. Vous allez mesurer en fait un certain nombre de choses, des visiteurs, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont cliquer, est-ce qu'ils ont ouvert le mail. Derrière, on va descendre dans ce qu'on appelle le MQL, le Marketing Qualified Lead. Ce sont des pistes, des contacts potentiels, des leads en anglais, qui sont des prospects potentiellement intéressés par votre offre, puisqu'ils ont cliqué, il s'est passé quelque chose. Le marketing a pu mesurer le taux d'engagement et finalement va passer le relais. C'est là où ça se passe en fait. Le marketing va passer le relais aux ventes. Et les ventes, donc, Sales Qualified Leads, vont qualifier les pistes en disant, oui, il y a un projet, il y a un truc intéressant, on peut peut-être faire une proposition, on va qualifier plus avant, en fait, notre capacité à leur vendre telle ou telle solution. Et ces prospects ben, vont faire l'objet d'une proposition concrète, donc on devienne des prospects avec un projet concret. Ce sont des deals dans les CRM, donc les logiciels qui vont gérer en fait la relation client, vont permettre de passer à cette phase de opportunity à deal. Et finalement, les deals vont normalement être transformés par les commerciaux en vente. Donc du coup, les prospects deviennent des clients. Donc, vous voyez, il y a cette dimension marketing qui est plutôt en amont, marketing et communication, et puis le relais va être passé aux ventes. Et en fait, on va s'apercevoir que cette dimension de vente à distance est d'autant plus efficace que les équipes bossent bien ensemble et qu'ils lancent des opérations qui sont en parfaite cohérence. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que qui définit où est-ce qu'on doit aller? Est-ce que comment je définis mes objectifs de vente? Comment je les communique au marketing? Comment je mets en adéquation finalement les campagnes marketing que je vais mener avec ce que je vais devoir faire au niveau des ventes sur le terrain?
et ben c'est là qu'on voit que les cultures, marketing et commerce, ne sont pas forcément les mêmes. Et il y a besoin d'ajustements mutuels importants au niveau des différentes équipes. Mais ça, on pourra revenir dessus. Je le mentionnais tout à l'heure, il y a plusieurs dimensions dans le marketing et dans la communication. Et au niveau des PME, on ne fait pas toujours le distinguo entre le développement de la notoriété et puis le développement d'activités marketing qui peuvent être inbound et outbound. D'ailleurs, je vais redéfinir en fait ces termes. Outbound, ce sont des activités sortantes. Donc, typiquement, je décroche mon téléphone et je vais contacter des prospects ou j'envoie des emailing vers l'extérieur. Inbound, c'est beaucoup plus la présence sur les réseaux sociaux, la présence sur les sites web, le référencement qui fait que finalement, je vais intéresser par le contenu que je vais diffuser. Et finalement, si j'ai des prospects qui cherchent par mots-clés, ils vont tomber sur la diffusion des informations, des posts et toute la communication que j'ai pu faire. Et c'est eux qui vont venir vers moi. Et à ce moment-là, je vais les recontacter parce que je ne vais parler qu'à des gens qui sont potentiellement intéressés par mon offre. Souvent, on oppose le inbound qui donc génère de l'appel entrant, in, avec les campagnes d'outbound, c'est-à-dire d'appel sortant. Je pense qu'il ne faut pas les opposer. Ce sont deux façons de faire du commerce qui sont tout à fait complémentaires. On doit les utiliser à bon escient, mais ce sont des inbound beaucoup plus temps long, outbound c'est beaucoup plus temps plus ramassé sur des campagnes courtes qu'il va falloir travailler de façon presque militaire. Mais ce sont des nouvelles façons justement de préparer les ventes et peut-être même d'engager ce que je vous ai montré au départ, cette première relation sans avoir eu de relation directe avec les vendeurs. Et ça, c'est quelque chose que les vendeurs itinérants, hein, les gens qui sont sur secteur, qui sont au volant de leur voiture, qui vont visiter les clients, ont encore du mal à intégrer. Et ça, je le vois vraiment à travers toutes les PME que je peux accompagner. Et pourtant, c'est une dimension fondamentale. Donc, la présence dans vos équipes d'une personne représentant le marketing ou marketing et communication va devenir fondamentale pour préparer le terrain en fait pour les ventes et puis et faciliter en fait le taux de transformation. Alors finalement, quand on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça, est-ce que la vente à distance c'est une malédiction? C'est presque une expression québécoise que j'ai prise là, maudite vente à distance. Est-ce que c'est ça la question? Ben, je pense que non. En fait, ça oblige à devenir beaucoup plus souple, à être beaucoup plus flexible et à s'adapter. Là, ce que je vous ai mis, par exemple, c'est un exemple de ce qui peut être mené à l'échelle de n'importe quelle société, hein. Moi, je ne suis pas une grosse société et on utilise une partie de ces techniques pour aller conquérir de nouveaux clients et ça marche plutôt très bien. Simplement, il ne faut pas hésiter à n'utiliser que certains bouts et pas d'autres, à faire une invitation pour un webinaire. Donc là, j'ai pris le cas du webinaire parce que ça se présentait bien. Rebondir sur ce webinaire pour inscrire les gens à des newsletters, par exemple, qu'on va diffuser. Recontacter les personnes qui ont été les plus intéressées ou prendre contact avec ces personnes via un réseau comme LinkedIn, les contacter éventuellement par téléphone, mettre en place des visioconférences et avoir en fait une approche de plus en plus, entre guillemets, intrusive, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un contact très distant, on vous invite, c'est vous qui venez au webinaire, donc c'est vraiment la volonté que vous avez de vous informer sur un thème donné. Donc personne ne vous force, on ne vous a pas appelé pour vous dire il faut y aller, il faut y aller. Donc là, c'est vraiment pas du tout intrusif. Et finalement, c'est parce que vous avez été intéressé par cette thématique qu'on va nouer des relations, toujours à distance, et qu'on va se rapprocher les uns des autres progressivement par téléphone, par visioconférence, et peut-être après, on va se rencontrer, etc. Et en fait, vous voyez, c'est comme ça que la vente à distance va s'opérer progressivement, par palier, avec des logiques et en utilisant des outils de plus en plus élaborés et surtout pas toujours dans le même sens. Là, je vous ai montré une séquence, mais d'une société à l'autre, d'un secteur d'industrie à l'autre, ça peut complètement varier. Et les temps, évidemment, les cycles sur lesquels on va s'inscrire sont complètement dépendants des secteurs d'activité dans lesquels vous vous situez. Et c'est là où j'ouvre le débat et je vais repasser la main parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est l'échange pour voir comment vous avez pu, on en parlera après les interventions de mes deux collègues, pour voir comment effectivement vous avez vécu ou comment vous vivez en fait la vente à distance. Kamal, je te redonne la main. Ben, je te remercie Pierre-Olivier pour cette intervention. On va revenir plus ample au niveau de l'échange avec l'assistance.
Younes, tu es avec nous? Younes? Alors, Younes va nous rejoindre via le canal téléphonique. Il sera là dans 5 minutes, je pense. En 5 minutes, Younes. Donc, je vais passer la main à Amine. Amine, tu es avec nous? Amine? Bonjour, Amine. Merci d'être parmi nous. Amine, tu es fondateur et CEO d'Épicerie Verte. Après des études brillantes, tu as démarré une carrière au niveau du consulting, donc au niveau d'un cabinet spécialisé dans la stratégie et l'innovation. Et à partir de 2010, tu as cédé à Sirène de retour au pays. Tu es revenu au Maroc, plein d'idées, plein d'ambitions dans l'entrepreneuriat. Et donc, tu es lauréat du réseau entrepreneur de Casa, membre fondateur. En 2017, tu prends un nouveau chemin et tu lances tu lances Épicerie Verte en pariant sur le bio. Donc, en pariant sur le bio avec une marketplace B2C qui fédère finalement les producteurs, toute l'expérience jusqu'au client. Cette plateforme, elle est opérationnelle, elle est là, elle existe. Quel regard portes-tu, Amine, sur cette plateforme depuis son lancement et quel message tu as passé à nos PME pour qu'ils fassent le pas? C'est Amine, merci. La parole est à toi. Merci beaucoup, c'est Kamal. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, déjà, je vais me présenter peut-être rapidement et expliquer comment je suis atterri, comment j'ai fondé Épicerie Verte, comme quoi il ne faut pas nécessairement être un expert du digital pour lancer une marketplace en ligne. Comme a dit Kamal, moi après mon diplôme, j'ai travaillé une dizaine d'années entre le conseil en management, stratégie et la finance. Et au bout d'une dizaine d'années, en fait, d'ailleurs, c'était lors d'une de mes dernières missions de conseil pour la Fondation OCP. On nous avait demandé d'étudier les écosystèmes entrepreneuriaux au Maroc sur 6 provinces d'implantation de l'OCP. Et durant cette étude, moi et mon équipe, on avait pu rencontrer plus de 600 entrepreneurs au Maroc. Et finalement, je me suis rendu compte que la majorité de l'entrepreneuriat, c'était de l'agricole. Ces gens-là, en fait, ce sont principalement des coopératives, quelques artisans. C'était des gens qui parfois avaient des produits intéressants. Ils se faisaient accompagner sur les premières étapes de leur vie, la création, la création de leurs produits. Et ensuite, ils butaient au niveau de la commercialisation. Et donc, l'essentiel pour une entreprise, c'est de vendre. Et parmi les choses qu'on leur conseillait, c'est de leur dire, ben, vous êtes à Youssoufia, vous êtes à Mgrir, vous êtes à Lyon, vous êtes dans un coin très éloigné, faites un site internet, comme si c'était très simple, en tout cas pour ces populations-là, de faire ça. Donc, avec l'émergence un petit peu de la consommation des produits bio et naturels, moi j'ai vu qu'il y avait un intérêt de mise en relation entre ces deux côtés, ces producteurs qui ont parfois des produits très intéressants de terroir, produits bio naturels, et des clients de l'autre côté qui commencent à s'intéresser à une alimentation un peu plus saine. Et je me suis dit, ben, comment faire cette mise en relation? Donc, donc, je me suis lancé, j'ai créé Épicerie Verte fin 2017 et on a lancé notre marketplace en ligne en février 2018. Je vais vous présenter quelques slides juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on fait, de ce qu'est Épicerie Verte. Donc, en fait, à travers ces enquêtes, ces échanges avec ces gens-là, en fait, et à travers aussi les enquêtes clients qu'on a fait auprès de clients potentiels, on s'est rendu compte qu'il y avait trois pain points qui revenaient souvent chez les clients. La confiance
et la diversité. Donc ça, ce sont des questions qui sont, ce sont des problématiques qui sont génériques, qui sont peut-être transverses à plein de produits, plein de secteurs. Et il y a le point de l'accessibilité. C'est que les gens ne savaient pas où se rendre, où acheter et comment acheter, et surtout quand ils se trouvaient dans des villes où ces produits n'étaient pas nécessairement disponibles, en tout cas la totalité des produits n'était pas disponible. Et donc en analysant ces 3 points, on s'est dit que la solution à l'époque, c'était de créer une marketplace en ligne de produits bio naturels et de terroir. Et donc, cette marketplace en ligne elle devait répondre à ces 3 problématiques. La problématique dont on parle aujourd'hui, c'est la vente à distance. En fait, pour rendre quelque chose accessible et partout, nous, comme on a démarré avec pas grand-chose, avec les moyens du bord, et avec très peu de moyens, l'idée, c'était, avec très peu de moyens, de couvrir tout le Maroc. Et comme on ne pouvait pas lancer des centaines de points de vente, on s'est dit, bon, voilà, on va créer une marketplace en ligne qui permet de distribuer partout au Maroc et même à l'étranger. D'ailleurs, on a eu des ventes un peu partout au Maroc, dans toutes les régions du Maroc, mais également dans une dizaine de pays à l'étranger, en Finlande, en France, dans plein de pays. On a été surpris par l'engouement. Mais cette facilité d'accès était très importante par rapport à notre modèle pour se démarquer un petit peu du modèle traditionnel de vente. Donc, en fait, c'est quoi une marketplace pour vous expliquer? Bon, pour les gens qui connaissent, c'est un peu comme Amazon, Jumia ou autre. C'est une entité qui vient se plugger entre une offre fragmentée de coopératives, de producteurs, de startups ou même d'importateurs, de distributeurs de produits, avec des clients qui ont des demandes spécifiques. Donc, on s'est positionné en tant que marketplace. Et la complexité au début, c'était quand on va créer une marketplace, il faut avoir d'un côté les produits, et donc les vendeurs, et de l'autre côté, avoir les clients. Donc, c'est comme la poule et l'œuf, il faut démarrer le système, il faut quelque chose pour démarrer. Donc, on a réussi à travers le marketing digital, c'était du marketing purement digital, à travers les réseaux sociaux, on a réussi à drainer suffisamment de vendeurs, une vingtaine de vendeurs, et qui avaient à l'époque 200 références pour le lancement. Et c'est ce qui nous a permis un petit peu de lancer la plateforme et d'avoir quelque chose d'intéressant pour les clients. Donc, on s'est lancé en 2018. À l'époque, à part quelques petites expériences et le seul acteur principal, Jumia, sur d'autres types de produits, globalement, la vente en ligne de produits alimentaires n'existait pas vraiment, et encore moins sur le type de produit qu'on proposait. Donc, c'était un pari. C'était un pari sur l'avenir. Et donc, en gros, en fait, pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui où est-ce qu'on en est, aujourd'hui, on a plus de 100 catégories, plus de 3500 références avec plus de 100 vendeurs. On est passé à peu près initialement d'une dizaine de produits pour les vendeurs, par vendeur, à aujourd'hui plus d'une trentaine de produits par vendeur. Ce qui veut dire, en fait, certains de nos vendeurs qui ont commencé juste avec quelques produits ont pu grandir avec nous aussi durant cette période, durant ces 5 ans d'existence. Et ils ont pu enrichir un petit peu leur offre, et ce qui nous a permis d'avoir un site relativement complet. Donc, on a pu développer aussi bien un site web que des applications mobiles. Après, on pourra rentrer dans le détail, mais il faut pas que ça fasse peur. En fait, se lancer en ligne, personnellement, j'avais jamais lancé de site internet. Même j'étais consultant, mais j'étais plus dans du conseil en stratégie, en organisation, sur d'autres problématiques. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement, surtout pour des entreprises qui sont existantes dans votre cas. Et les applications mobiles aussi également, c'est quelque chose qui peut être fait rapidement. Il faut juste être organisé et savoir ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, on a principalement, on a plus de 100 marques, on a principalement des marques marocaines à plus de 85%.
On a aussi bien des coopératives que parfois des startups à qui on donne l'occasion de développer, de tester des nouveaux produits innovants. Par exemple, on a eu des réfrigérateurs écologiques à base de sable qui ne nécessitent pas d'électricité, juste avec de l'eau et de la condensation. On a des gens qui peuvent tester des choses nouvelles qui sont difficilement commercialisables à grande échelle. Donc, chez nous, ça peut être la possibilité de tester ça. Donc, c'était un peu pour vous expliquer que c'est pas nécessairement très compliqué de construire une marketplace en ligne. Il faut juste que ça réponde à un besoin qui est présent et tout ce qui est outils, que ce soit la partie IT, même la partie logistique. Pour vous donner une idée, quand on s'est lancé au début, en fait, on avait externalisé la partie entreposage et transport. Sur la partie entreposage, c'était un prestataire logistique qui s'occupait pour nous de ça. Donc, on n'avait pas d'équipe, pratiquement pas d'équipe. On avait une seule personne qui gérait toute la logistique externe. Donc, c'est possible de démarrer les ventes en ligne avec très peu d'investissement au début. Ensuite, la complexité, c'est toute la partie comment ramener suffisamment de flux. Et c'est là qu'il y a ce dont a parlé Pierre-Olivier, c'est le marketing. Il faut que le marketing et la vente travaillent ensemble. Chez nous, d'ailleurs, en fait, il y a presque pas de distinction entre le marketing digital et la vente. Ce sont les mêmes équipes qui travaillent ensemble et même avec le SI de manière très serrée pour qu'on puisse, parce que l'objectif, c'est d'attirer un maximum de clients sur notre site et de faire en sorte que la conversion se fasse, qu'il y ait un maximum de conversion. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé sur ces 5 dernières années. Donc, voilà de manière sommaire un petit peu le descriptif de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, en fait, je pense que c'est très, très simple pour une entreprise qui est déjà existante de faire un petit peu ce qu'on a fait, nous, parce que nous, on a dû non seulement créer un site Internet, mais on a dû également créer une base de fournisseurs, une base de clients. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si au début, dans les années 2018, on faisait partie des marginaux, en fait, le Covid nous a pas mal aidés. On s'est rendu compte qu'on répondait à un besoin à un moment donné où les gens ne pouvaient plus sortir comme vous le savez. On a répondu à un besoin pressant et du coup, le pari qu'on avait fait en 2018 a été payant en 2020. On a d'ailleurs fait une levée de fonds fin 2020, début 2021, qui nous a permis de commencer à nous développer. Et aujourd'hui, on est en train d'ailleurs, on a procédé à un rebranding, on est passé à edensouk.com de manière à pouvoir s'exporter plus facilement parce que épicerie verte n'est pas nécessairement facile à prononcer pour les anglo-saxons ou ne fait pas suffisamment marocain. Donc aujourd'hui, on est en train de se projeter à l'international. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut vous dire, c'est que si ça, c'était vraiment en 2018, c'était vraiment marginal, aujourd'hui, il y a un intérêt de plus en plus, il y a un changement des habitudes des consommateurs. Aujourd'hui, comme l'a dit ici Kamal, les chiffres du e-commerce sont très intéressants. On est en train de parler de milliards de dirhams. Aujourd'hui, ça peut sembler marginal par rapport à l'économie marocaine, mais il faut s'y prendre aujourd'hui pour avoir les bases, pour que quand il y aura la prochaine vague de demandes sur le e-commerce, que les gens puissent être là, avoir les outils qu'il faut, avoir l'organisation qu'il faut, avoir adopté un mode agile pour pouvoir répondre à ces nouvelles problématiques. Et donc, le e-commerce, c'est le futur. Et il ne faudrait pas attendre trop longtemps avant de s'y mettre pour ne pas voir vos concurrents être déjà établis, avoir déjà fait un travail sur le... Parce que ce qu'il faut savoir aussi, peut-être que ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand on lance un site Internet, il y a deux façons de ramener du flux. Il y a le flux payant avec les ads.
qui font sur Google Ads, sur les réseaux ou autres, ou le référencement organique, ça veut dire l'ancienneté du site, le contenu du site sur Internet, qui fait que les moteurs de recherche vont se dire ce site existe depuis un certain nombre de temps, à une certaine quantité d'informations, et donc fait que Google va recommander organiquement un site par rapport à un autre. Donc, il ne faut pas perdre ces opportunités ces quelques années, ou peut-être que c'est encore dans une situation intermédiaire pour se lancer sur le e-commerce et pour pas rater la prochaine vague e-commerce. Voilà. Merci, merci beaucoup, c'est Amine. On reviendra à Je vous en toi prie. pour l'échange avec les intervenants. Je m'adresse à Younes, tu es avec moi? Yes, Younes est avec vous, donc il sera connecté par connexion téléphonique. Ben, Younes, Younes, vous pouvez y aller. Vous nous entendez? Younes, tu es avec nous? Je n'entends pas. Younes? Allô, Younes, vous m'entendez? Ah, il faudra activer votre micro de votre côté. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, très bonjour, bien. bonjour Younes. Bonjour, merci Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend Younes, on Oui. t'entend. Merci pour ta gentillesse et ta patience parce que tu es à l'étranger, donc c'est les aléas du direct. Merci encore une fois. Younes, tu es fondateur PDG de Dusty Technologies. C'est une PME qui a une création d'une dizaine d'années, spécialisée dans la distribution d'équipements IT pour les revendeurs. Et vous ambitionnez au niveau de Dusty Technologies de devenir un importateur ou un fournisseur de référence au niveau du marché. C'est un pari dans un secteur qui est connu avec tous ses côtés pratiquement, hein, ce secteur aujourd'hui de la distribution. Vous venez donc dans un secteur qui est déjà occupé. Donc c'est bravo encore pour la pertinence. Je rappelle que a été introduite récemment en bourse pour cette année, hein, avec un flottant de 65%, donc c'est excellent pour une PME. Moi, j'ai toujours, quand j'étais dans le secteur bancaire, j'ai toujours milité pour que les PME soient aussi dans le marché financier, que ce soit au niveau des fonds, au niveau de l'obligataire ou de la bourse. Donc encore une fois, bravo. Dusty Technologies, donc je te laisserai le soin, Younes, de la présenter, mais tu as présenté une plateforme, parce qu'on a parlé d'une plateforme chez Amine qui est une plateforme B2C. Toi, tu vas nous présenter une plateforme B2B. Younes, merci beaucoup. La parole est à toi. Younes, Younes, c'est à vous. s'excuse de ces aléas du direct, parce que Younes, il est à l'étranger. Younes, est-ce que vous m'entendez? Younes, Ah, je crois que Younes a été déconnecté. s'excuse On va essayer de récupérer Younes. C'est ça. C'est bon, Ange? Non, pas encore. Donc on s'excuse hein, pour ces aléas du direct. Younes? 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 Non, il est connecté. Younes, tu connais Younes? Allô? Oui, Younes, tu nous entends? Younes, nous on t'entend. Hein? D'accord, donc je peux y aller?
Vas-y, Younes, la parole est à toi. En tout D'accord. cas, merci. Je te Merci cède la Kamal, parole. bonjour tout le monde. Vas-y, Younes, vas-y. Pour Younes? Nous, on t'entend, hein? D'accord. Désolé encore. Donc, je vais commencer par une brève présentation de DC Technologies. On a perdu le son. Younes, on t'a perdu, Younes. Dans le DC Technologies. Allô? Oui, oui, le son. Je vous entends. Je peux y aller? Oui, vas-y, Younes, vas-y. Mais non, on a un problème, Ange. Allô, vous m'entendez? Le son, il est haché. On t'entend, puis après, le son repart. Allô? Ok, Kamal. Allô? Et là, on a un souci. Ah, Younes, est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez aller sur le micro de l'ordinateur. Vous m'entendez? Oui, Oui. là, on t'entend bien. Vas-y, Younes, vas-y. Alors, on y va. Désolé. Je vais commencer par une brève présentation de DC Technologies. Comme l'a dit Kamal, c'est plutôt du B2B. DC est un importateur, distributeur de produits informatiques, ce qu'on appelle communément les produits informatiques, les ordinateurs, les... On a perdu le son encore. J'ai un problème, Ange. liens sans particulier. Le son qui part. Non. Oui, ouais, je vais voir ça là. Bon, on a un problème, Ange. On va essayer de récupérer par la suite Younes. On a ce problème d'aléa, donc on s'excuse encore une fois, plates excuses pour ces aléas. Mais, Ah, d'accord. Ben, c'est le backup que je... Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Sont des revendeurs informatiques. Ce ne sont oui. pas des clients d'un jour. Ce sont des clients. On a le son qui part, Ange, on ne peut pas continuer comme ça. Non, ça va être compliqué. Entre clients, c'est... Younes, Allô? ouais, je suis désolé, mais je pense que ça va être compliqué de pouvoir continuer parce que votre connexion est assez faible et on vous entend de manière hachée. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on peut passer par le téléphone peut-être? Oui, il vaut mieux. Bah, sur le téléphone, ouais, mais sur le téléphone, il y a aussi le même souci. Mais on peut rester par téléphone, mais rappelez du coup, repassez par le pont audio que je vous ai donné. On peut peut-être prendre une question en attendant ou nos réactions des Oui, bien sûr, tu as raison. participants. Hein, ça permettra de... Ben oui, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au niveau des participants. Donc, on a eu déjà 2 intervenants, Amine et Pierre-Olivier, sur ces 2 interventions. Donc, en tant qu'expert et en tant qu'entrepreneur d'une B2C, donc épicerie verte. Si vous avez des questions, vous avez des retours d'expérience que vous voulez partager, donc allez-y, vous avez le chat. Posez toutes vos questions, donc il n'y a aucun problème. Pierre-Olivier? Oui. On va commencer une fois qu'on récupérera par la suite. Oui, oui, je pense qu'il faut enchaîner. Moi, la première question, je te remercie pour ton intervention de tout à l'heure. Mais première question, c'est dans une optique, mais alors expert que tu es avec tes équipes, quand
quand vous commencez par quoi finalement au niveau d'une transformation? Est-ce que vous constituez des équipes projets chez l'entreprise? Est-ce que vous ciblez, vous voyez un petit peu, vous faites un cadrage pour voir un petit peu ce qui existe dans une entreprise au niveau des process, de l'IT, du digital, de tout finalement chez une entreprise? Vous commencez par quoi finalement quand vous voulez emborder, accompagner une entreprise dans cette transformation? On commence par quoi finalement chez une PME? Oui, alors je vais indirectement répondre à ta question en fait. Euh, euh, la transformation digitale, c'est un aspect. C'est si je recadre sur la vente à distance, il peut y avoir effectivement une problématique d'infrastructure. Et Amine l'expliquait très très bien. Enfin, je veux dire, quand on est en plus dans du e-commerce, on est obligé d'avoir tout un ensemble d'éléments pour mettre en place en fait des magasins virtuels en ligne. Maintenant, dans la majeure partie des cas, c'est là où je vais répondre indirectement à ta question, je vais prendre le cas de PME, puisque c'est l'univers dans lequel vraiment Tu peux j'évolue. activer ta caméra, Pierre? Ah oui, voilà, je te vois. Oui, oui. Très bien. Je vais donner l'exemple de PME, puisque c'est l'univers dans lequel j'évolue. Souvent, quand j'interviens en développement commercial, j'ai affaire à des équipes de vendeurs qui sont, entre guillemets, souvent des vendeurs traditionnels, entre guillemets. C'est-à-dire qui font du commerce comme d'habitude, c'est-à-dire je ne fais pas forcément beaucoup de prospection, ça c'est vraiment un cas assez classique. Je travaille des clients récurrents et puis finalement, quand les affaires tombent, c'est bien. Et puis si je suis en difficulté, je vais essayer de faire un peu de prospection. Et en fait, ils n'ont jamais vraiment actionné un levier pour aller chercher beaucoup plus de business en utilisant les réseaux sociaux. Et en fait, c'est par là que je commence. C'est commencer par faire un état des lieux sur où en sont les ventes. Euh, et puis, quels sont les objectifs que l'entreprise s'est fixés. Et là, on s'aperçoit qu'il y a souvent un décalage et on se dit comment on va faire pour aller chercher de nouveaux clients, donc aller trouver des prospects. Et on commence tout simplement, en fait, je les prends par la main et on commence avec les vendeurs, hein, donc avec les commerciaux. On commence par regarder tout simplement comment vous allez promouvoir votre offre. Et je commence souvent par votre profil LinkedIn, il ressemble à quoi? Si je vais voir votre profil, est-ce que ça me donne confiance? Amine parlait de la confiance, c'est super important. Établir une confiance à distance, c'est compliqué. Je n'ai pas rencontré la personne, je ne l'ai pas vue. Euh, avec le profil LinkedIn, ça donne déjà une première coloration, une première image. Si le profil est pas complet, si les mots pour retrouver en fait l'entreprise, je vais prendre un exemple concret. J'avais une entreprise là qui faisait du polissage de matériaux composites. Et ben sur leur site personnel, hein, sur les profils, à aucun moment les gars n'avaient cité le mot polissage ou polishing. Donc moi, je suis potentiel client, je cherche une société qui fait du polissage. Comment je peux les retrouver s'il n'y a pas le mot polissage, alors que LinkedIn fait partie des réseaux clés, hein, c'est le plus gros réseau mondial professionnel, hein, un réseau social professionnel au monde. S'il n'y a pas les mots-clés là-dessus, et LinkedIn est très bien référencé dans Google, et donc c'est ce qu'appelait le référencement organique ou le référencement naturel, c'est ce que disait Amine, ça commence par ça, c'est des choses très simples, hein. Donc refaire son profil LinkedIn, avoir les mots-clés qui décrivent l'activité de la société, et ensuite, on va commencer à faire des recherches. Est-ce que tu as identifié les entreprises auxquelles tu peux t'adresser par rapport aux produits ou aux solutions que ta société propose? Et donc, comment tu fais pour trouver les contacts? Et une fois que tu as trouvé les contacts, comment trouver l'adresse mail pour pouvoir leur envoyer un mail de première prise de contact? Et si jamais ils n'ouvrent pas le mail, qu'est-ce que tu racontes si tu décroches le téléphone et que tu les appelles? Et voilà, tu vois, c'est de fil en aiguille, en fait, on rebalaye en fait tous les éléments qu'il faut mettre en place pour avoir à la fois une prise de contact à distance et progressivement avoir un contact de plus en plus direct, téléphone, visioconférence, etc. Et une fois que le contact est vraiment établi, il y a la proposition de valeur, il y a le pitch de la société avant la proposition de valeur même, c'est comment je présente la société. Ça, c'est pareil, c'est des façons très traditionnelles de présenter. Voilà qui je suis, ce que je fais, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Non, il y a un travail préliminaire de recherche. Alors, pas dans le cas d'Amine, parce que lui, il est en B2C. Donc là, c'est différent. Enfin, il est intermédiaire sur une plateforme et il fait de la vente en B2C. Et là, les logiques sont différentes. Là, je me place vraiment sur une logique B2B C'est la de question qui a vente. été posée par Mohamed Khiala qui dit, Ouais, question à Pierre, Olivier, comment adapter ce que vous dites eh au ben, très domaine du bien. Voilà. B2B? Eh ben, c'est exactement ça. Donc, c'est
quand je dois approcher une nouvelle société, je vais utiliser les réseaux sociaux. Et puis, il faut un moment que j'explique pourquoi on a intérêt à bosser ensemble. Et ce n'est pas parce que je vais présenter ma société qu'en face, les gens vont avoir des lumières dans les yeux en se disant oh, c'est génial, on va bosser ensemble. Ils vont d'abord se poser la question, mais pourquoi vous m'appelez, quoi? Vous me faites du démarchage, j'aime pas ça, donc forcément la prise de contact va être compliquée. Et donc ce travail de recherche préalable, c'est ce que j'appelle la préqualification, c'est d'identifier des sociétés sur lesquelles on peut avoir quelque chose à faire, et au sein de ces sociétés, alors ça peut être en prise de contact directe ou via les réseaux sociaux, mais c'est identifier les personnes qui vont être les plus à même de comprendre ma solution, mon offre. Et là, je vais devoir les pitcher, mais pas les pitcher en présentant ma société, encore une fois, mais plutôt en expliquant pourquoi je les ai contactés. Parce que j'ai identifié une problématique à laquelle la société est confrontée et que je peux les aider à répondre à cette problématique. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi je le fais bien, parce que je l'ai déjà fait pour des clients similaires à vous. Je donne un exemple et en général, là, ça crée un premier contact. Il dit ah ouais, vous faites ça? Ah mais c'est vachement intéressant. Ben, il faudrait qu'on se parle. Eh bien oui, justement, je vous propose qu'on fasse une visioconférence où on prend un peu plus le temps, on se prend 1 heure, et puis voilà. Ou même, d'ailleurs, idéalement, c'est 20 minutes à une demi-heure. Parce qu'on va demander un effort progressif. Ce n'est pas en un seul rendez-vous qu'on va faire une vente. Donc, on va y aller progressivement, mais il faut sonder. Nous, il faut qu'on qualifie qu'on n'est pas en train de se planter de cible, qu'on parle bien à une société qui a potentiellement besoin de nos services ou de nos produits, et de se positionner par rapport à la concurrence qu'on va avoir en face de nous, avec qui ils travaillent. Ils ne nous ont pas attendus pour bosser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Quels sont leurs critères d'achat? Et qu'est-ce qu'on peut leur amener? Et c'est comme ça que je vais engager progressivement la conversation, d'abord à distance, et puis après, on va aller vers le rendez-vous. Ce qui a changé, ça c'est assez remarquable depuis 2020, la valeur du rendez-vous physique. Alors, je ne sais pas au Maroc comment ça s'est passé, mais je peux vous dire qu'en France et dans pas mal de pays européens dans lesquels je circule, la valeur du rendez-vous, on n'arrive plus à avoir un rendez-vous physique comme ça. Le cas. C'est le même. Je te confirme que c'est la même chose. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, moi-même, ça m'est arrivé, hein, parce que on dit que le bureau est aspirant, parce qu'il faut sortir voir les clients, voir les partenaires. Et parfois, comme dans une ville, comme Casa par exemple, c'est difficile de circuler. Donc, trouver des agendas professionnels, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Tout à fait. C'est une question importante aussi en mode projet. On abolit les frontières dans une entreprise. Le commercial parle aux stratèges, parle aux gars des achats, des finances et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on est un seul team. C'est très important. C'est fédérateur ou s'il y a des problèmes, ça va rejaillir sur le projet. Oui. Oui, tout à fait. En fait, cette symbiose qu'il y a entre le marketing et les ventes, on le retrouve ailleurs. Le commercial, là, aujourd'hui, pour bien vendre à distance, il est obligé d'identifier tout un ensemble de contacts potentiels. Ce n'est pas forcément l'acheteur. L'acheteur, c'est une porte d'entrée. Ce n'est même pas forcément le décideur. Ça va dépendre de la structure à laquelle on s'adresse. Mais les achats, un responsable de site, un responsable de maintenance, un DAF, donc un directeur administratif et financier ou une directrice administrative et financière, ça fait partie des différents contacts auxquels je dois m'adresser. Et quand je fais ma recherche préalable, donc sur LinkedIn ou sur Google ou sur Internet, on va dire, il faut que je le prenne en compte. Et les commerciaux ont du mal à faire ce pas. En général, ils visent une personne et puis si ça ne marche pas, ils disent bon, ils ne sont pas intéressés. Non. Quand j'ouvre un grand compte, je vais prendre le cas d'une PME qui s'adresse à des grands comptes, par exemple. Et quand on fait une ouverture de grand compte, je leur demande d'identifier au moins 10 portes d'entrée possibles, 10 personnes par laquelle ils peuvent passer. Et en général, quand on envoie des mails qui sont très ciblés, c'est des mails très spécifiques qu'on envoie en 5 lignes, très courts, on ne parle pas de la société, on arrête de mettre dans l'objet, par exemple, le nom de la société, c'est pas vendeur. Les mecs vous connaissent pas. Ils vont pas, parce que vous mettez le nom 50 fois, ils vont pas vous dire ah, génial, c'est ça. Non, il faut d'abord qu'ils comprennent leur intérêt et après, parce qu'ils auront un intérêt, ils vont se dire, tiens, comment elle s'appelle la société? Et là, ça veut dire qu'ils ont commencé à s'intéresser à vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de créer cet intérêt. Il y a une espèce de petit moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces approches qu'on peut avoir comme ça en entonnoir, c'est AIDA. A pour attention, c'est d'abord capter l'attention. Donc, si je parle d'un mail, par exemple, c'est qu'est-ce que je mets en objet? 6 mots en moyenne. I, c'est éveiller l'intérêt, intérêt.
l'intérêt, si je n'ai pas compris à quoi vous me servez potentiellement, je n'ai pas de raison de vous écouter ou de vous lire ou de m'intéresser à vous, quoi. Si vous me parlez de ce que vous pouvez résoudre comme problème chez moi, là, je vais commencer à vous écouter. Avant même de connaître votre entreprise, je m'en fous. Vous me parlez de mes problèmes, donc ça m'intéresse. Et après, si vous me rassurez sur le fait que bah, vous l'avez déjà fait ailleurs et que ça marche plutôt bien, là, j'ai commencé à regarder à 2 fois. Mais Le aussi, D, Pierre-Olivier, une question importante, parce que oui. quand tu as des process qui tournent dans une entreprise, des SLA, une supply chain efficace et tout ça, c'est que le reste, normalement, devrait t'aider. Ça veut dire que si tu fais du digital, de la vente distancielle et tout ça, devrait t'aider. Parce que imagine le cas contraire où tu fais de la vente distancielle, tu vas jusqu'au bout, et finalement, tes SLA ne sont pas bons, quelque chose comme ça. Et oui, mais ça arrive. J'ai une société qui est dans l'outillage qui me vient en tête. Le problème, c'est qu'on avait été trop vite, trop fort au niveau des ventes et au niveau de la production, ils étaient incapables d'en envoyer assez. Et même, on l'a bien vu pendant la pandémie, il y en a certains qui ne pouvaient pas envoyer ou livrer parce que ben, on a encore des ruptures de composants aujourd'hui, on le voit bien, hein. Donc, il y a un tempo où le commerce doit se mettre au diapason de ce que la société est capable de produire. On a des délais de livraison qui se rallongent et donc ça crée de l'insatisfaction auprès des prospects, hein. C'est toujours pareil. Si c'est des clients, ils vous connaissent, donc on a déjà des relations établies, donc on peut toujours expliquer. Mais si c'est des prospects, vous avez une chance, hein. Si vous brûlez cette chance au départ parce que vous n'avez pas livré votre truc, ça commence pas très très bien comme relation commerciale. Et Très clair, donc, très clair. c'est au commercial, et ça c'est ce que je leur dis à chaque fois, arrêtez de penser que les gars en interne, c'est des boulets qui vous empêchent de vendre. Considérez que ça fait partie d'un tout, d'un cycle de vente. C'est-à-dire que vous êtes obligé de considérer la complexité pour livrer en interne, et donc parler à la production, parler à la supply chain, parler enfin, à toutes les parties concernées, pour assurer que vous êtes à peu près en phase pour pouvoir présenter l'offre, même si vous gonflez un peu, parce qu'il faut toujours en vendre un peu plus, parce qu'on a toujours un peu, enfin voilà, il y a toujours un peu de déperdition au milieu. Mais considérez que ça fait partie du cycle de vente. Ce n'est pas un truc qui vous empêche de vendre, ça fait partie du cycle de vente. Et pour toutes les sociétés, c'est la même chose. À partir du moment où vous intégrez ça, eh ben, c'est quand même plus fluide parce que vous allez faire le tour des pop-up pour vous assurer que vous allez pouvoir vendre dans les bonnes conditions aux prospects auxquels vous vous adressez. Et c'est ce qu'on Merci. appelle un go-no-go, tout simplement. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Donc, au moment où vous êtes prêt à clôturer, vendre une affaire ou avant de vous lancer dans une proposition commerciale concrète, on fait toujours un go-no-go. C'est est-ce que je suis en capacité de livrer si j'y vais, si je gagne cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rentre en mode panique? Est-ce que les problèmes commencent? J'ai des boîtes qui me disent ça, hein. On a remporté l'affaire, c'est maintenant que les problèmes commencent. C'est très clair. Merci Pierre-Olivier. Je Voilà. vais revenir auprès de toi. C'est Amine. Amine? Oui, Amine? Amine, oui. rebonjour Amine. Bonjour. Merci pour ta présentation. Donc, on a parfaitement compris ton business model. Tu as parlé tout à l'heure, je notais que les fournisseurs, les producteurs ont grandi. Ça veut dire qu'ils sont passés pratiquement, ils ont multiplié par 3 leur proposition de valeur. C'est ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, tout à Est-ce fait. qu'aujourd'hui, toi qui vois un petit peu leur parcours, qui les recrutent et tout ça, ces producteurs et donc le terroir, et le terroir est surtout pour le bio, ça veut dire qu'on fait vraiment un entonnoir. Est-ce que tu sens qu'ils ont vraiment grandi, ils ont envie d'avoir des ambitions? Ça veut dire que c'est des particuliers qui ont envie d'avoir des ambitions, notamment à l'international, où ils demandent un peu plus d'accompagnement, peut-être qu'ils doivent être accompagnés. Est-ce que c'est un sujet qui est posé? Et puis deuxième question, Amine, est-ce que toi qui connais un petit peu le Maroc maintenant avec cette expertise de marketplace, est-ce que la place sera marketplace un peu plus qu'en ce moment, notamment en B2C déjà. Bon, B2B, on en a parlé, donc malheureusement, on n'a pas pu avoir Siones. Mais déjà sur ces 2 points-là, est-ce que ces fournisseurs veulent grandir un peu plus? Voilà, ces producteurs, pardon. Amine? D'accord. Donc, pour répondre à la première question par rapport à nos fournisseurs, déjà pour effectivement, en fait, on est passé de 20 à 100 fournisseurs et de 200 produits à 3500. Donc, ça fait en moyenne 3 fois plus de produits par fournisseur. Et donc, il y a une partie des fournisseurs, effectivement, qui avaient juste quelques références et qui aujourd'hui se sont développés en quelques années, en 5 ans. Donc, on a remarqué un trend effectivement
un intérêt sur ce secteur, le secteur du terroir et du bio au Maroc, avec beaucoup de producteurs qui sont en train de se positionner dessus, pour le Maroc et aussi pour l'international, j'y viendrai tout à l'heure. Et, et donc, il y a une professionnalisation, il y a des gens qui sont en train de structurer un Oui, petit ça peu fonctionne. leur production, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'alimentaire, déjà pour vendre au Maroc, il faut des certifications ONSA et tout, et après, ça c'est un prérequis pour exporter. Donc, les gens, il faut qu'ils se structurent un minimum avant de commencer à exporter en ligne. Donc il y a une structuration à avoir en interne. Et nous, on leur sert également de tremplin pour le B2C. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se casser la tête à distribuer leurs produits à des particuliers, que ce soit au Maroc ou à l'international, et qui voient dans des marketplaces comme nous ou autres des solutions pour distribuer leurs produits à plus grande échelle, mais à du B2C. Par contre, le point que je voulais noter, c'est que effectivement, si une bonne partie de de nos fournisseurs ont pu croître un petit peu ces dernières années, il y en a aussi qui ont été pas mal touchés par le Covid. En fait, nous, on a été un peu victime de notre succès pendant le Covid, parce qu'on a souffert pendant plusieurs mois après pour avoir suffisamment de marchandises, et on a encore des ruptures de stock parfois sur des taux de vente aujourd'hui. Il y a des vendeurs qui n'ont pas pu se remettre un petit peu, que ce soit des producteurs locaux, des importateurs. Donc c'est un secteur qui croît, mais il y a eu beaucoup de dégâts, de personnes qui ont connu des difficultés sur ce secteur. Donc, c'est pas à 100%, il y a beaucoup de positifs, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Et nous, en fait, toute la difficulté qu'on a eue ces 2 dernières années, c'est de s'approvisionner en quantité, en qualité, de manière à satisfaire un petit peu notre clientèle qui devient de plus en plus exigeante. Donc ça, cette problématique de sourcing, c'est une problématique que bon, j'imagine que tout le monde connaît, mais même sur l'alimentaire, c'est quelque chose qui existe. Par rapport à la deuxième question qui était par rapport au marketplace au Maroc, est-ce que et notamment pour le B2C, est-ce que je vois qu'il y a du potentiel? Personnellement, je pense qu'effectivement, nous déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on est sur une niche, on est sur des produits bio, naturels, terroirs, et des produits, donc ce sont des produits premium avec une catégorie premium, donc on est sur une niche au Maroc. Donc, c'est pour ça que notre stratégie, c'était de préparer un petit peu à l'international, parce que la taille de marché sur notre cible en ligne au Maroc est limitée. Donc, c'est pour ça qu'on a on est en train de se préparer pour l'international. Mais sur des produits génériques, des produits un peu plus génériques, on voit qu'effectivement, il y a de la demande localement. Aujourd'hui, les habitudes de consommation, même si il y a eu un pic sur le Covid, les gens sont revenus un petit peu sur leurs Ah, mais habitudes on et ils voit sont en train de... Vas-y, Oui. vas-y, Cécile. Et on est en train de revoir progressivement une reprise. Donc, c'est pour ça que j'ai encouragé les gens tout à l'heure. Oui, effectivement, quels que soient les différents secteurs, surtout sur les secteurs comment dire, un peu plus génériques que le nôtre, un peu plus qui touche une population un peu plus large. Je pense qu'il y a d'ailleurs, quand on regarde Jumia, quand on regarde Glovo, ce genre d'acteurs, malheureusement, ce sont des étrangers. Ça me ferait plaisir de voir des Marocains se positionner sur les marketplaces Juste une question, B2C. Amine, Oui. sur ça. Est-ce que aujourd'hui, quand on est par exemple, dans une incubation, de l'entrepreneuriat ou de la start-up, est-ce que l'écosystème ou l'environnement s'y prête? Ça veut dire que tu as par exemple de l'innovation, tu as des startups qui innovent, qui proposent des choses. Les entreprises vont être outsourcées rapidement, ils peuvent être encouragés et tout ça, contrairement à ce que, par exemple, quand il n'y a pas beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui es au fait un petit peu de ces choses, est-ce que les choses bougent? Parce qu'on entend parler un petit peu même au niveau de l'exécutif, comme quoi, bon, au niveau du digital, au niveau de l'entrepreneur, au niveau des startups, au niveau de la création, au niveau de l'innovation,
Est-ce que ce sont des choses qui bougent pour que, franchement, on voit des marketplaces un peu beaucoup? Puis une dernière question à toi, Amine, sur ce sujet. Est-ce qu'on peut imaginer une mutualisation d'une marketplace qui est utilisée par plusieurs PME? C'est comme s'ils ont un espace qui leur est dédié, donc avec des workflows, avec des choses qui doivent être balisées. Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister? Oui, par rapport à la première question, est-ce que les choses bougent? Oui, effectivement, dans l'innovation, il y a pas mal de choses qui bougent. Il y a beaucoup d'initiatives, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti de très très bas. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles, que ce soit en termes de financement. Nous, il y a 5 ans, on n'aurait jamais pu faire une levée de fonds. Rien que sur des choses, des démarches toutes bêtes, payer du Google Ads. Aujourd'hui, les startups, on nous a donné 500 000, ensuite 1 million de dirhams pour les paiements de certains services en ligne en devise. Donc, il y a des facilités qui sont en train d'être faites, mais en même temps, c'est un écosystème qui est encore en train d'être construit. Pour vous donner un exemple, quand on a lancé Épicerie Verte en 2018, on avait une deuxième filiale qui avait des tricycles électriques. Donc, on a commencé la distribution, on a été les premiers au Maroc à distribuer avec la marchandise sur Casablanca avec des tricycles électriques. Mais l'écosystème de tout ce qui est réparation de véhicules électriques, de réparation, donc on a laissé tomber. On a démarré et quand ça commence à tomber en panne, on a laissé tomber. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire, mais on est parti de très 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 loin. En termes de mutualisation, oui, c'est pas. Je pense que ça peut être. Il ne faut pas que les gens se voient en concurrence sur le en ligne. C'est plus il y aura de coopération, par exemple, des gens du même secteur qui se regroupent pour faire une marketplace. Ça peut avoir du sens parce qu'aujourd'hui, on a plus besoin de sensibiliser les clients, d'accroître cette base. Plutôt que de se dire on est en concurrence, c'est plus. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des gens, des épiceries ou des gens qui font du en ligne. Je me dis, ben, ils font de la pub pour eux, mais ils sont aussi en train de former les gens pour acheter en ligne. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement de la concurrence. Merci beaucoup, Amine. Bon, Je vous en prie. on va récupérer Sdi Younes, qui les aléas. Donc, Bonjour, Sdi Younes, la parole est à toi. bonjour, est-ce que vous m'entendez cette Oui, fois-ci? oui. Vas-y, D'accord. Sdi Younes. Merci beaucoup, désolé pour ces problèmes de connexion. Je pense que Pierre-Olivier et Amine ont dit vraiment l'essentiel. Je me suis retrouvé aussi dans la présentation générale de Pierre-Olivier et j'aimerais partager avec vous l'expérience B2B de Disti Technologies qui est aujourd'hui la place de ma présentation dans votre webinaire et je vous remercie de m'avoir invité. Un mot sur Disti Technologies. Disti Technologies est un importateur, distributeur de produits de nouvelles technologies qu'on appelle communément l'informatique. Pour simplifier, nous importons des ordinateurs, nous importons des imprimantes, nous importons ces produits informatiques. Mais la spécificité, elle est la suivante, c'est que nous ne passons que via des intermédiaires. Nous ne vendons à aucun client en direct. Qu'il soit une entreprise ou qu'il soit un particulier, nous n'avons dans nos contrats pas la possibilité de vendre en direct. Donc, nous avons des clients de tous les jours. On n'a pas les clients d'un jour. Ce sont des intermédiaires qu'on appelle des revendeurs informatiques avec lesquels on a une convention et ils sont nos clients de tous les jours. Donc, c'est purement du B2B et ce sont des relations où ces revendeurs-là nous appellent tous les jours pour demander un certain nombre de produits informatiques, le prix, la disponibilité, des relations plutôt transactionnelles. Donc, si vous voulez, pour nous, la plateforme, j'avoue que c'est la pandémie qui a donné vraiment le coup d'accélérateur. C'est vrai pour notre entreprise. En mars 2020, quand tout a été fermé, si vous voulez, nous avons pratiquement perdu le lien avec nos clients. Donc, ce projet était déjà avancé, mais il n'était pas finalisé. Donc, je l'ai mis en absolue priorité à partir du confinement. Et début 2021, ça a pris à peu près 9 mois à 1 an, début 2021, nous avons lancé notre plateforme. Donc, si vous voulez, cette plateforme était là pour répondre à des prix et disponibilités et recevoir des commandes de nos clients. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des clients avec lesquels on a un contrat, c'est des clients de tous les jours. Nous avons un contrat avec eux. Ce qui fait que le site web, le portail,
une fois qu'il a été lancé le printemps 2021, sincèrement, il a pu absorber pratiquement 50% de nos ventes transactionnelles. C'est-à-dire que la majorité de nos clients qui sont rompus à l'informatique parce qu'ils vendent des solutions ont préféré passer plutôt par le portail. Donc aujourd'hui, l'effet du portail était immédiat. Et l'autre volet aussi que nous avons, c'est que nous enrichissons ce portail non seulement avec la relation de la vente, mais aussi nous l'enrichissons avec toutes les informations à nos clients, comme les relevés de compte, le planning de livraison, toutes les informations qu'ils peuvent avoir au niveau de la société. C'est-à-dire que tout client qui se connecte au portail, il a son espace où il a les informations qui l'intéressent lui seul. Et même nous pouvons différencier les prix en fonction d'un client à un autre. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un site web B2C qui vend des produits à tout le monde. C'est une relation entre le grossiste et son revendeur, et dans laquelle, dans le portail, nous avons mis tous les éléments pour que cette relation soit le plus dématérialisée possible. Maintenant, nous avons évidemment beaucoup gagné parce que le site travaille 24/7. Nous recevons des commandes le week-end, nous les recevons sans arrêt et nous avons lié ce portail à notre machine logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un revendeur passe une commande, ça part directement au dépôt et ça enclenche la livraison par le transporteur. Donc, si vous voulez, ça a changé la relation avec nos clients. Maintenant, quels sont les critères de succès d'un tel projet? Et je pense que c'est le point le plus important que je souhaiterais partager avec les entreprises qui nous écoutent. Premièrement, il faut une vraie gestion de projet. C'est-à-dire, il faut absolument n'oublier aucune phase. Dans une gestion, dans un mode projet complet. Par ailleurs, le portail, il était lié à notre système de gestion, à notre ERP. En l'occurrence, c'est Navision. Donc, cette intégration entre le portail et notre système de gestion était un défi majeur. Et nous avons fait appel à 3 prestataires, chacun dans sa spécialité, pour pouvoir réussir cette intégration entre le système de gestion et le portail. Donc, la difficulté majeure, elle était là, c'est-à-dire faire travailler ces 3 prestataires dans un mode projet global, étape par étape, jalon par jalon, phase par phase, jusqu'à faire aboutir les résultats. Le deuxième point, c'est la gestion du changement en interne. C'est-à-dire que les collaborateurs, principalement les commerciaux, n'ont pas tous vu d'un bon œil une machine, un portail qui vend à leur place. Alors que, si vous voulez, ce que nous avons fait, ce qu'on leur a dit, c'est que la vente transactionnelle, aujourd'hui, peut être faite par des portails. Et que leur rôle, c'est plutôt la gestion du client et essayer de faire des ventes de projet. C'est-à-dire cette vente basique, aujourd'hui, pourrait être faite par le portail. Et nous les avons accompagnés par une formation pour qu'ils puissent augmenter leurs compétences pour faire des ventes plutôt de projets plus complexes. Et du coup, le portail est devenu un peu leur allié parce qu'il répond aux besoins du client. Donc, si vous voulez, la gestion de projet, parce que c'est un système global, c'est une intégration, c'est vraiment un projet d'intégration. Et la gestion de changement, ce sont les 2 défis que nous avons rencontrés pour faire aboutir cette plateforme digitale vis-à-vis de nos clients. Par la suite, comme disait Pierre-Olivier, il fallait promouvoir et faire la promotion encore davantage de cette plateforme digitale auprès de nos clients pour qu'elle devienne une référence, pour qu'elle devienne de confiance. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de clients qui l'utilisent tous les jours pour leurs transactions commerciales avec nous. Et évidemment, le développement de ce portail, aujourd'hui, il est sans limite parce que nous voulons, via ce portail, via ce socle de plateforme digitale, dématérialiser
autant qu'on peut toutes les transactions avec nos clients, de telle sorte à ce que ceci soit digitalisé et que cela soit un support dans leur relation avec nous. Nous sommes très contents de la réussite de ce projet. Cette digitalisation nous a apporté beaucoup. Nous aurions dû la démarrer plus tôt. La pandémie et le Covid nous a donné un coup d'accélérateur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que nous encourageons, toutes les entreprises qui sont aussi dans le métier comme le nôtre, c'est une relation B2B, c'est une relation importateur et intermédiaire, à engager ces projets-là parce que cela est faisable. Nous avons les compétences au Maroc, nous avons des entreprises compétentes à qui on peut confier ces projets-là et cela, c'est un bon investissement aujourd'hui pour ces entreprises dans leur activité. Je reste à votre disposition s'il y a des questions après cette brève présentation. On ne va pas te lâcher maintenant, on t'a récupéré, on ne va pas te lâcher. Là, ça y est, Pierre-Olivier et Amine, vous pouvez activer vos caméras, comme ça on passe aux échanges. Donc on a déjà commencé avec Pierre-Olivier et Amine. Moi, il y a une question qui vient directement à Younes. C'est sur les paiements, parce que tu as une plateforme, tu as scoring au niveau des clients. C'est comme un risk management, ça. Tu as qualifié un client, puis après, il a une enveloppe, il a une autorisation, il voit tout. Il a toute la donnée. Est-ce que cette plateforme t'a aidé à encaisser un peu plus rapidement, de façon fiable? Ça veut dire que les délais de paiement, ce n'est pas qu'ils ont été réduits, mais déjà sur le paiement lui-même, il est devenu plus fluide, plus cohérent, première chose. Et deuxième question, au niveau de, est-ce que la plateforme a aidé Dusty à avoir plus de conquêtes? Ça veut dire de la conquête qui sont devenus vos clients. C'est un peu partout. Moi, j'aime pas le terme le Maroc central. Le Maroc, il est utile partout. Ça veut dire dans tout le territoire, vous avez finalement des distributeurs. Ouais. Alors, si vous permettez, je vais commencer avec la deuxième parce qu'elle est très intéressante. Ça ne veut pas dire que la première ne l'est pas. Alors, l'avantage du site web, c'est qu'il a rendu Disty accessible à tous les revendeurs dans tous les coins du royaume. Parce qu'avant, ils avaient du mal à nous joindre au téléphone. Ce qui fait aujourd'hui, en mettant à leur disposition nos stocks, nos prix, nos disponibilités qu'ils peuvent commander, nous avons gagné pas moins de 200 nouveaux clients qui avant, Disty leur paraissait une grande entreprise, il faut appeler, il faut attendre, il faut connaître quelqu'un. Aujourd'hui, via le site web, tous ces revendeurs qui sont dans des villes, parfois dans des villages, peuvent aujourd'hui commander à leur aise, uniquement avec le portail et recevoir leurs marchandises. Donc, nous avons gagné de nouveaux clients qui étaient avant, pratiquement, on ne les voyait pas. Et on paraissait pour eux la grande entreprise. Il faut appeler, il faut faire la queue, etc. Donc, si vous voulez, ça a vraiment cassé aujourd'hui cette lourdeur, cette impression de lourdeur, et ça a rapproché nos produits de ces revendeurs-là. Et aujourd'hui, ils préfèrent travailler sur le portail plutôt qu'appeler un commercial d'une manière synchrone. Cela est évident. Je vais revenir au premier point qui concerne les conditions de paiement parce que c'est quelque chose de crucial dans notre métier. Je disais tout à l'heure que nous avons affaire à des revendeurs informatiques et des clients de tous les jours. Donc, nous travaillons avec des limites de crédit et des conditions de paiement, chacun selon ses possibilités. Ces conditions de paiement et ces conditions de livraison sont dans notre système de gestion, ce qui fait que quand la commande arrive dans le portail, le système de gestion la traite en fonction de la ligne de crédit, de la possibilité de chacun. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'une des difficultés était l'intégration des deux systèmes. Du système de gestion qui est quand même un ERP parmi les plus complets au monde, c'est celui de Dynamics Navision, et un portail. Donc, si vous voulez, la difficulté de notre métier était d'intégrer cela. Et je répète que nous avons fait appel à 3 prestataires, chacun dans sa niche de technicité, pour pouvoir mettre en place les 3 systèmes et pour qu'ils puissent répondre et surtout surveiller
qu'il reste opérationnel 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, les conditions de paiement est un point important, mais le fait de les synchroniser avec l'ERP, le système de gestion, nous fait revenir à une gestion manuelle. C'est-à-dire avant, quand on saisissait une commande manuellement sur le système, c'est le système qu'on dit on livre, on ne livre pas, et si on livre, comment? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est devenu la même chose. Sauf au lieu que ça soit saisi par un commercial, c'est saisi par le client lui-même. C'est très clair. Merci. Voilà, j'espère avoir répondu aux 2 points. Oui, merci Younes. C'est la même chose, Pierre-Olivier. Toi qui accompagnes ces clients sur des B2B, est-ce qu'ils ont amélioré leur comportement au niveau des paiements? Et deuxième question qui m'est revenue à l'esprit, j'ai posé un bout tout à l'heure à Amine, sur la mutualisation. Tu as des PME qui n'ont pas les mêmes structures et les mêmes compétences que les grosses corporates et tout ça. Est-ce que finalement des choses peuvent être mutualisées, comme le marketing stratégique, comme le traitement de la donnée, comme la mutualisation de beaucoup de choses au niveau d'une PME pour vraiment l'aider? Parce que souvent c'est un coût. Tu as un CAPEX et puis finalement je vais benchmarker, je vais prendre une décision. Est-ce que je suis une toute petite entreprise, une petite masse PME, mais vraiment toute petite, 500 000 € ou 5 millions de dirhams, on a dit on commence par quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises sur le cloud et tout ça pour que je puisse traiter de la donnée et tout ça, pour que je puisse vraiment être incité à aller sur ces sujets? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Younes qui sont super intéressantes. Je rencontre ça beaucoup de fois dans nombre de PME. Dès que tu as une transformation digitale de fond, c'est-à-dire voilà, quand tu commences à ouvrir un store ou quand tu commences à ouvrir la possibilité pour les clients de commander en ligne et en B2B, hein, ou d'avoir accès à un extranet, c'est-à-dire à accéder à de l'information directement, en fait, tu libères du temps pour des gens qui faisaient ça, qui faisaient des petites mains, qui ne le faisaient pas forcément aussi efficacement qu'une machine, mais c'est de la vente transactionnelle. Donc, effectivement, c'est là où, comme on dit, c'est à marée basse qu'on voit ceux qui ne portaient pas de maillot de bain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vrais vendeurs, c'est là qu'ils vont émerger, parce qu'avec le temps disponible, ils vont commencer à monter sur de la vente de projets complexes. Et ceux qui ne sont pas bons, ceux qui se disaient vendeurs, mais qui étaient en fait des gens qui prenaient des commandes, vont se retrouver en difficulté. Et j'ai beaucoup de sociétés qui se retrouvent dans ce cas de figure. Je ne vais pas pointer du doigt des sociétés en particulier, mais je peux vous parler du retour d'expérience que j'ai dans l'aéronautique, parce que quand les commandes se sont arrêtées quasiment nettes au printemps 2020, j'ai nombre de vendeurs, soi-disant, en aéronautique qui ne savaient pas comment faire pour aller chercher des nouveaux prospects et diversifier leur portefeuille qui était principalement aéronautique et passer sur de l'énergie, de la défense, du médical, etc. Parce qu'ils n'ont jamais vendu, ils ne sont jamais allés chercher. Ils traitaient des commandes internes, ils prenaient des commandes éventuellement qui tombaient et qui auraient pu presque être traitées, alors je ne dis pas par un système, parce que c'est quand même des commandes complexes, mais globalement, ce n'était pas un boulot de vendeur. Et donc, j'ai d'autres sociétés en tête comme ça qui ont monté des plateformes qui ont permis aux clients de passer leurs commandes comme ça directement en ligne. L'avantage, c'est qu'on transfère la responsabilité de la commande au client, ça c'est top, parce que s'il y a des bêtises au milieu, eh ben, c'est le client, donc il faut bien le guider, il faut bien avoir les différentes étapes. Mais au moins, voilà, les litiges sont réduits. Et du coup, effectivement, les conditions de paiement qui sont imposées par les plateformes, il peut y avoir des avances, il peut y avoir tout un ensemble de choses qui sont mises en place, font que globalement, on améliore effectivement le cash management, donc la gestion du cash et le fait de pouvoir fragmenter les paiements et puis le faire en ligne, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'attendre la fin de la livraison, etc. Et puis, on a une traçabilité, c'est aussi un gros problème. C'est je passe ma commande et après, je vais appeler le back-office en permanence pour savoir, elle en est où ma commande? Mais il suffit de se connecter sur le site et je vais économiser énormément de temps pour les gens qui vont non seulement se retrouver avec une commande de quelqu'un d'énervé, parce que j'ai toujours pas reçu ma commande, qu'est-ce qui se passe? Mais en plus, ils vont devoir aller chercher l'information, peut-être à la production ou à la supply chain, et je ne l'ai pas sous la main, et c'est compliqué, du coup je vais mettre du temps, et c'est extrêmement chronophage. Alors que si le système trace, eh ben on voit où on en est dans le processus de fab ou d'expédition, etc. Et ça calme tout le monde. Juste pour l'anecdote, en France, on a pas mal de retard sur les transports publics, donc la SNCF notamment. Et donc, ce qu'a fait la SNCF en premier,
c'était mettre en place des systèmes d'information. Ils se sont attaqués aux problématiques de retard, pourquoi, etc. Mais d'abord, ça a été de mettre en place des systèmes d'information. Parce que on crée un problème sur le problème. Si vous n'informez pas les gens, les clients, qui ne savent pas à quelle heure est le train, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'information. On va créer énormément de travail supplémentaire et d'énervement, alors que si on a l'information en disant bah, le train a 5 minutes de retard, une demi-heure de retard, etc., oui, je serai énervé, mais je sais à quoi m'en tenir. Donc, je ne vais pas aller embêter tout le monde pour essayer d'avoir mon information. Eh ben, c'est le même principe. Et donc là, il y a des économies substantielles de temps. Et concernant ta deuxième question sur les collectifs, en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne moi pour ma boîte. On est plusieurs indépendants à bosser ensemble sous un même chapeau, Pentalogie en l'occurrence, avec des expertises hyper pointues. J'ai des anciens pilotes de chasse, des anciens membres du GIGN, enfin voilà. Donc, et ça nous permet d'avoir des expertises très très pointues, mais en gardant notre indépendance et en se mettant sous une couverture. Et donc, en fait, je m'occupe de la promotion, de l'image et du marketing. Donc, même à toute petite échelle, c'est tout à fait possible. Et des PME, même industrielles, commencent à se dire, ouais, en fait, si je prenais quelqu'un, ça ne me coûte pas tellement plus cher, mais si on commence à travailler en collectif ou si même j'ai racheté, par exemple, un site, je vais devoir l'intégrer et travailler avec un site unique. Et ça, c'est super important parce que souvent, dans les rapprochements d'entreprises, je vois qu'ils essaient de garder le nom parce que tu comprends, c'est super important pour les clients. Très Et clair, attends, très clair. quand tu as des entreprises majeures, je vais reprendre l'exemple aéronautique avec Safran qui a absorbé Aircel, c'est devenu Safran Nacelle. Dans les mois qui ont suivi, c'est pas un scandale. Une fois que c'est clairement communiqué, les clients, ils sont pas accrochés à une marque comme si c'était une marque B2C majeure, comme j'ai pu bosser chez Polaroid, par exemple, qui est une marque emblématique. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en commun et avoir une image, parce que c'est beaucoup plus difficile de travailler plusieurs images de marque plutôt qu'une image globale sur laquelle on va fonder en fait une notoriété dont tout le monde va pouvoir bénéficier. Merci beaucoup, Pierre. Et une Voilà. question qui me revient à l'esprit, une dernière question, Amine, je dirais l'humain dans tout ça, le capital humain. Est-ce que vous sentez qu'il a été upgradé? Ça veut dire que pour ne pas mettre la machine, on dit que la robotique, la machine ou l'IT détruit des emplois. Ça veut dire que, comme a dit Younes quand j'ai eu un entretien, que les gens ont été upgradés. Ça veut dire qu'ils passent à une autre étape. Amine, chez toi aussi, tu sens ça, que les gens ont été un petit peu non seulement valorisés, mais qui gagnent en compétences et puis qu'ils ouvrent d'autres champs, qu'ils deviennent pluridisciplinaires, qu'ils passent à autre chose aussi? Oui, tout à fait. Je pense quand on automatise certaines tâches, quand on simplifie, quand on mécanise ou automatise des opérations administratives qui prenaient beaucoup de temps, qui ne servaient pas et qui n'avaient pas de valeur ajoutée, quand on dégage les gens de ces tâches-là et qu'on leur permet de faire autre chose à plus forte valeur ajoutée, je pense que, ça valorise le travail des gens, en fait, ça motive les gens. Les gens chez nous viennent motivés parce qu'ils font des choses intéressantes. Nous, c'est peut-être pas aussi compliqué que du B2B, mais on a essayé, mais on a les mêmes problématiques de suivre une commande sur tout au long du process, suivre les retours, suivre les contacts avec les clients, tout ça. Une fois qu'on a automatisé, les gens peuvent faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Et donc, je pense qu'il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses. On va éliminer peut-être des tâches ou on va automatiser. Au contraire, les gens vont faire des choses plus intéressantes avec la montée de cette digitalisation et de ces outils qui nous permettent, de ces dashboards, de ces outils de suivi qui nous permettent d'être plus efficaces. Pierre-Olivier, toi qui accompagne ces entreprises, tu vois ça au niveau du changement avec le capital humain de ces entreprises? Oui, 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 On complètement. imagine autrement, on regarde une rupture, on se dit finalement, on Ouais, va changer des choses, on va transformer finalement l'entreprise beaucoup plus en profondeur que ce qu'il ne paraît. Tu le tout à vois, ça? fait. Oui, oui, tout à fait. J'ai passé plusieurs années dans la grande distribution, hein. Je ne l'ai pas mentionné, mais bon, donc le B2C, je connais aussi pas trop mal. Et donc, il y a une boîte qui me revient en tête, hein, que j'ai accompagnée, qui était dans le Jura. Et en fait, ils étaient en transformation numérique. Et on s'est rendu compte que dans le process, les factures étaient systématiquement imprimées. Donc, qu'elles arrivent par mail ou par le RP directement, par EDI, les factures étaient imprimées et ressaisies par la comptabilité pour être mises dans le système.
Et donc, on s'est dit, mais enfin, il y a une perte de temps hallucinante parce qu'on peut récupérer l'information directement, ça peut être géré dans le RP directement, il n'y a pas besoin d'avoir un flux papier et stocké. Après, je ne vous dis pas les armoires de factures, enfin bon. Et quand on a commencé à regarder ça, je me souviens de la tête des deux comptables en face de moi qui a dit, mais on va faire quoi à ce moment-là? Et donc, ça a été. Et donc, la problématique, c'était la gestion du changement. Il faut rassurer les gens et leur montrer, parce que j'aurais dit, ben, vous allez peut-être faire de la compta analytique, c'est quand même beaucoup plus intéressant que faire de la saisie tous les jours de toutes les factures qui arrivent, parce qu'on était justement sur la vente B2C. Et donc là, ça a ouvert le champ. Il y a eu ce moment, pendant, je sais, pendant un mois, elles ont tourné en boucle sur, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? À partir du moment où elles se sont dit, mais en fait, on va faire un vrai travail intéressant, elles sont devenues les moteurs internes dans l'entreprise de la transformation digitale. Et ils ont bousculé le DAF qui, lui, me trouvait, enfin, l'argument, lui, c'était, je mesure l'activité de la boîte à la pile de factures que j'ai sur mon bureau. J'ai dit, bah là, va falloir changer de siècle. Parce que là... Et c'est elles qui ont été moteurs, en fait, de la transformation. Donc, oui, bien sûr, ça valorise énormément le travail humain, et encore heureux, parce que finalement, on va pouvoir mécaniser l'intelligence artificielle. J'ai des enfants qui bossent dans ces secteurs-là. L'intelligence artificielle va pouvoir faire un grand nombre de choses, mais il y a des tâches purement humaines, de prise de décision, qui sont quand même très valorisantes, sur lesquelles, heureusement, et la vente en fait partie, parce que c'est trop complexe et c'est Merci trop le bazar pour Pierre-Olivier. que le... Merci Pierre-Olivier. On va devoir conclure. Je commence par Younes. Younes, un mot de conclusion? Ben, écoutez, moi, sincèrement, j'encourage toutes les PME, toutes les entreprises à s'intéresser à la digitalisation. Ça peut paraître un autre monde, ça peut paraître difficile, mais il y a les experts pour. C'est quelque chose de prouvé, d'éprouvé, d'intéressant. Je les encourage à faire le pas. Et de toutes les manières, demain ne se fera pas sans une dose petite ou grande de la digitalisation et de la vente via Internet. Donc, si vous voulez, c'est toujours le moment. Pour nous aussi, c'est la pandémie qui nous a donné le coup de pouce. Mais écoutez, j'espère que les PME auront une raison de le faire parce que c'est bénéfique. Merci beaucoup, Sdi Younes, et merci pour ta patience et tous les efforts que tu as fait pour te reconnecter. Avec Amine, plaisir. merci beaucoup. Amine, un mot de conclusion? Oui, je rejoins ce qu'a dit Younes. En fait, j'encourage également tout le monde toutes les PME à se mettre au digital parce qu'aujourd'hui, c'est plus une question de est-ce que ça se fera ou pas, mais c'est quand ça deviendra une nécessité. Et il ne faut pas que les gens se retrouvent comme que certaines PME se retrouvent comme les dinosaures en voie d'extinction et mais il faut vraiment, il faut se rendre compte que soit on le fait aujourd'hui et dans des conditions idéales, soit il y aura un facteur externe qui va venir et qui va détruire la comète qui va arriver et qui va détruire ceux qui ne sont pas digitalisés. Donc autant le faire aujourd'hui tant que c'est encore possible de le faire dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, c'est Amine. Pierre-Olivier? Bah, d'un mot, je crois qu'il est beaucoup plus sain, facile et constructif de justement travailler à l'avenir et à le construire plutôt que d'essayer de le prédire. Merci pour ces conclusions. Merci Pierre-Olivier, merci Younes, merci Amine. Merci à Merci. celles et ceux qui ont eu la gentillesse et la patience d'être avec nous pour ce webinaire. On vous donne un rendez-vous pour un autre prochain webinaire. Merci infiniment et bonne soirée. continuation. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci Ange et Sophia. Yes, merci beaucoup et vraiment désolé pour le contretemps technique. Il n'y a pas de problème, donc c'est les aléas du direct, il n'y a pas de problème.